Bienvenue dans le deuxième podcast Vino Vidi Vici. Aujourd'hui, je vous amène dans la Loire et je suis très excité à l'idée de goûter cette bouteille de Clos Dubourg du domaine Huette 2012. C'est l'un de mes vins préférés et vous allez comprendre pourquoi. En plus, j'ai fait pas mal de recherches sur ce vin et il y a énormément d'histoires que j'ignorais. Donc, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. On va parler du vignoble de la Loire et pourquoi pour moi c'est une notion un peu critiquable. On va parler du cépage chenin qui est moins connu que beaucoup d'autres cépages comme le Sauvignon ou le Chardonnay, mais à mon avis c'est l'un des cépages les plus intéressants en blanc. C'est si on devait en garder que trois, je mettrais sans doute le chenin dedans. Et de quoi on va parler d'autre? On va parler du domaine Huet, on va parler de Gaston Huet, qui est le personnage central de ce domaine, qui nous a quittés en 2003. Donc voilà, on a plein de choses à dire. Donc je vais pas chômer et on va ouvrir la bouteille. Mais avant ça, je vais vous dire quelque chose que vous avez peut-être jamais entendu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le consommer avec modération. Voilà, si vous ignoriez ça, ben, vous aurez appris au moins une chose dès le début de l'épisode. Également, je voulais remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages et des commentaires et des conseils suite au premier épisode. Honnêtement, je suis très agréablement surpris des retours. Donc, on va améliorer les petits points qu'il y a à améliorer. Mais honnêtement, merci pour les encouragements. Ça m'encourage à continuer de mon côté. Donc, tchac, on va servir le vin. On va voir s'il y a un défaut. Donc, c'est un millésime 2012. Il a 13 ans. Si vous pensiez qu'on ne peut pas garder un vin blanc aussi longtemps, bah en fait, 13 ans pour un Vouvray. Bon, pour cette cuvée-là, à mon avis, c'est pas mal. Mais en fait, on pourrait sans doute le garder sur d'autres millésimes, on pourrait sans doute garder ce vin encore plus longtemps. Notamment 2014, qui est un millésime exceptionnel pour les blancs partout en France quasiment, mais notamment dans cette région-là, pour les blancs de Loire. Donc là, j'ai même pas mis le nez dans mon verre que déjà je sens, voilà, c'est vraiment exceptionnel. Là, cette fois-ci, en plus, ce qu'on va faire, c'est que et en fait, c'est un épisode un petit peu introductif. Donc, je vous ai parlé beaucoup disons, du vin en général. Là, aujourd'hui, on va prendre une approche complètement inverse. On va resserrer la focale au maximum et ça va vous faire comprendre à quel point c'est un vignoble à la fois oublié, mais vraiment un grand vin français. Déjà, le nez est vraiment excellent. Donc, il y a des arômes d'agrumes, de pommes. C'est des arômes assez classiques dans ces vins-là. Tchac, on va goûter. C'est tout ce que j'aime dans un vin blanc. Pas de défaut. Tac, je vais le remettre au frais parce que j'ai déjà sorti la bouteille. Donc, par où commencer? Vouvray. Vouvray, on est juste à côté de Tours. Donc on est en plein milieu de ce qu'on appelle le vignoble de la Loire. Et pourquoi, selon moi, la notion de vignoble de la Loire est assez critiquable? En fait, pour moi, le vignoble de la Loire, c'est plus une juxtaposition de régions qui s'avèrent être le long des bords de Loire, mais ce sont des régions différentes avec des traditions différentes et des traditions notamment viticoles différentes, des histoires différentes. Donc pour moi, c'est un peu bizarre de mettre tous ces vins-là dans le même panier. Mais on va quand même un peu les énumérer. Je vais mettre une petite carte, comme ça vous pourrez voir, et ceux qui écoutent, bah, vous pourrez les regarder sur Google Images, mais c'est assez facile, il suffit de taper Vignoble de la Loire, mais ceux qui regardent la vidéo, donc vous avez la carte sous les yeux, si j'ai fait le montage nécessaire, et on va commencer à l'ouest, là où se jette la Loire, dans le port de Nantes. Donc le vignoble nantais, il est réputé pour le vin de Muscadet,
Donc c'est le petit vin qu'on connaît qui va avec les huîtres, même s'il y a de grandes choses à Muscadet. On aura sans doute l'occasion de faire un épisode sur le vin de Muscadet. Et après, si on va vers un peu plus vers l'est, on a des vins qui sont complètement différents, qui n'ont pas la même histoire, qui n'étaient pas vendus de la même façon. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu bizarre de mettre tous ces vins-là dans le même sac. Donc, on a d'abord les vins de l'Anjou, du Saumurois et de la Touraine. Bon, ceux-là, à la rigueur, ils sont un peu cohérents entre eux. Ils sont faits à base de Cabernet Franc en majorité pour les rouges et à base de Chenin, comme ce vin, pour les blancs. On va revenir sur le Chenin juste après. Et après, si on va encore plus à l'est, on arrive dans le Berry, dans le Sancerrois, là où on va avoir des vins à base de Sauvignon et de Pinot Noir. Et honnêtement, ces vins-là, ils ressemblent encore plus, ils ressemblent bien plus aux vins du Chablisien ou même de la Bourgogne en général, dans leur manière d'être conçus et pour tout un tas de raisons, que des vignobles d'Anjou, de Touraine et du Saumurois. Et après, on pourra me dire, oui, mais c'est parce que tous ces vins-là, ils sont le long de la Loire, donc c'est logique de les appeler vignobles de la Loire. Oui, mais seulement, il y a des vins qui sont au bord de la Loire, donc par exemple les vins d'Auvergne, qui ne sont pas considérés comme des vins de Loire. Donc en fait, cette dénomination, elle est un peu bizarre et elle est trompeuse parce qu'elle permet pas de comprendre vraiment en fait, qu'est-ce qui fait que oui, dans un vignoble, dans une région, il y a des appellations, on en a parlé la semaine dernière, qui font des choses un peu différentes, qui ont des histoires un peu différentes, mais sont quand même regroupées autour d'un même socle commun. Alors que là, honnêtement, le vignoble de Muscadet, il était destiné à être exporté, tandis que par exemple les vins du Sancerrois étaient bu plutôt localement, et les vignobles de Touraine, Anjou et Saumurois, c'était plutôt pour des locaux en effet aussi, même si c'est un petit peu exporté via le port de Nantes également, et notamment pour les rois de France. Et ça, on va en parler juste après. Donc, Vouvray, on est en Touraine, à côté de la ville de Tours. Et honnêtement, c'est vraiment un coin à visiter si vous êtes jamais allé dans ce coin-là. Moi, j'y étais allé il y a 3, 4 ans. Je suis allé plusieurs fois dans ce coin-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez aller visiter évidemment le vignoble, mais il y a d'autres activités à faire. Il y a notamment les fameux châteaux de la Loire. À côté de Vouvray, à une demi-heure, il y a la ville d'Amboise où on trouve le Clos Lucé, où habitait Léonard de Vinci, grand ami de François Ier, qui lui avait fait, je crois, construire le château. Donc c'est pas mal, ça permet de faire de se ravir les papilles et puis après d'aller se cultiver un petit peu. Honnêtement, hein, c'est un coin à faire. Alors si vous y allez, je vous recommande vivement de prendre une voiture parce que sans voiture, c'est un enfer sans nom. Et aussi, il faut dire, on mange extrêmement bien là-bas. Alors, comme je vous ai dit, ce vin est fait à base de cépage chenin. C'est un cépage qui est emblématique de la Loire, mais il est aussi très important en Afrique du Sud. Il y a 35 000 hectares de chenin plantés dans le monde et plus de la moitié est plantée en Afrique du Sud. Après, il y en a à peu près un tiers en France, je crois, et le reste, c'est aux États-Unis, en Argentine et en Australie, je crois, principalement. Et en fait, pourquoi ce cépage est exceptionnel? Il y a, on va dire, deux raisons principales. Déjà, c'est un cépage très neutre. Et on peut se dire, c'est un peu paradoxal qu'un cépage neutre, qui a assez peu d'arômes, soit considéré comme un grand cépage. On s'attendrait à ce que un grand cépage, ça soit un cépage qui a beaucoup d'arômes à donner. Mais en fait, non. Ce qui se passe, c'est que les grands cépages, ils restituent la- les, les subtilités, les différences entre les différents sous-sols. Et en fait, un cépage très aromatique, comme mettons le Gewürztraminer qu'on a en Alsace et en Allemagne, il va souvent écraser, alors pas uniquement, mais il va souvent écraser les subtilités qu'on a dans les sols. Alors ça ne veut pas dire que le Gewürz n'est pas un grand cépage, mais je pense sincèrement qu'il y a d'autres cépages qui sont bien plus grands que le Gewürz. Et donc, pour moi, les trois plus grands, ça va être le Chardonnay, le Riesling et le Chenin. Alors il y en a d'autres, mais ceux-là, ils sont internationaux. Donc, rien que pour ça, déjà, ils méritent un titre de noblesse, disons.
Ensuite, il y a une deuxième raison, et alors là, c'est vrai aussi pour le Riesling, mais ça ne l'est pas pour le Chardonnay, c'est que c'est un cépage qui peut donner une variété de vins absolument exceptionnelle. Le Chardonnay, ça donnera toujours des vins blancs secs. Presque toujours. Il y a quelques exceptions, mais presque toujours. Le Riesling et le Chenin, on peut avoir des vins très secs, comme celui-ci, et on peut avoir des vins très sucrés, parmi les vins les plus sucrés au monde. On peut aussi avoir des pétillants, et on peut avoir en fait tout un nuancier de sucre entre le plus sec et le plus sucré. Donc on peut avoir des demi-secs, des moelleux, donc il y a vraiment une diversité qui est absolument exceptionnelle. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le chenin est tant apprécié des amateurs de vin. Alors il n'est pas toujours pour les, disons, les néophytes, c'est pas forcément le plus plaisant parce qu'il peut être très sec, parfois trop sec. Peut être même considéré comme un peu austère, comme un peu acide. Donc ça demande sans doute de déguiser un peu son palais pour vraiment comprendre un peu les différentes nuances qu'il y a dans le chenin et pour vraiment les apprécier. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai dégusté, j'ai fait une grosse dégustation de chenin. À l'époque, je débutais dans le monde du vin. C'était avec feu Jacques Iblot qui nous a quittés il y a 2-3 ans, je crois. Et donc, il nous faisait goûter. Jacques Iblot, il a le domaine de la Butte et de la Taille au Loup. La Taille au Loup, c'est à Montlouis-sur-Loire, donc on est juste à côté de Vouvray. Donc c'est comme Vouvray en plus petit. Vouvray, il y a 2200 hectares. La Taille au Loup, Montlouis, on est à 450 hectares. Et donc, ce monsieur, il a plein de cuvées différentes de chenins. Et qui nous a fait goûter tous ces chenins différents. D'ailleurs, ils disent pas chenin là-bas, ils disent chenin. Bon, les gens qui sont pas de la Loire disent plutôt plus souvent chenin. Donc, s'il y a des Ligériens parmi nous, désolé, mais voilà. Donc, euh, il nous fait goûter tous ces chenins les uns à côté des autres sur un même millésime, je crois. Et moi, j'osais pas lui dire, mais pardon, ils ont tous le même goût. Alors après, par la suite, j'ai eu l'occasion de goûter à nouveau et de comprendre un peu les subtilités, mais honnêtement, au début, c'est très déroutant. On se dit, mais pardon, mais c'est vraiment très similaire, c'est vraiment du pareil au même, un vin très sec, très austère, quoi. Donc, c'est peut-être un vin qui demande un peu plus d'entraînement, et c'est aussi pour ça qu'il est sans doute moins populaire que d'autres cépages. Mm. La différence qu'on va avoir entre les chenins français et les chenins sud-africains, c'est que les chenins sud-africains sont souvent beaucoup plus boisés, beaucoup plus riches. Ils ont une manière de faire le chenin qui est assez différente de la France. Certains vont préférer, c'est peut-être plus flatteur, c'est peut-être plus facile au début. C'est d'ailleurs intéressant de comparer les deux. En général, de toute manière, si vous voulez améliorer votre palais, le grand conseil que je peux vous donner, c'est de comparer. C'est en comparant que vous calibrez votre palais. Donc, si vous voulez comprendre vraiment les différences dans le chenin, mais en même temps ce qui fait ces similitudes, le mieux c'est de comparer deux chenins côte à côte. Et donc un chenin sudaf et un chenin français, c'est par exemple un bon exercice, en tout cas quand on est débutant. Donc le chenin, ça donne des choses très variées, et au domaine Huette, ben, ils en sont la preuve parce qu'ils bon déjà ils ont plusieurs parcelles, on va en parler juste après, mais dans leur gamme ils ont plein de différences dans la teneur en sucre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que d'une année sur l'autre, selon les conditions météorologiques, ça va être la gamme va évoluer. En fait, ils peuvent pas dire, tiens, cette année, on sait qu'il y aura besoin de, je sais pas moi, 10 000 bouteilles de sec et 10 000 bouteilles de moelleux, parce qu'on sait que l'offre et la demande, c'est comme ça. C'est non, en fait, c'est les conditions météorologiques qui vont donner un raisin plus ou moins optimal, et donc eux, ils vont s'adapter à ça, et puis après, ils vont chercher à vendre leur vin de cette manière. Alors, je schématise un petit peu, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est vrai qu'ils sont très tributaires. Il y a un côté un peu presque poétique d'ailleurs, à ne pas savoir vraiment ce que la récolte va donner, et à observer en fait comment va évoluer le millésime, ce qu'on n'a pas forcément avec des vins rouges ou d'autres vins blancs comme les chardonnays
qu'on a notamment en Bourgogne, dont j'ai parlé. Donc, le domaine Huette, tiens, parlons-en. Alors, le domaine Huette, donc ils sont les pionniers à Vouvray. Donc, ils ont acheté le domaine Gaston Huette, ou peut-être son père. Oui, c'est son père. Son père, dont j'ai oublié le prénom, a acheté le domaine en 1928. Et aujourd'hui, bon, ça n'appartient plus à la famille Huette, je vais en parler juste après. Mais en 1928, ils ont acheté les premières parcelles, puis ils ont développé un petit peu le vignoble. Et il s'avère qu'il y a une histoire extrêmement intéressante, c'est que Gaston Huette, je sais plus exactement en quelle année il est né, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, il a été mobilisé. Et avant de partir à la guerre, ils avaient énormément de vin au domaine, des grandes bouteilles, des grands flacons. Et ils se sont dit avec sa famille, mais si les Allemands tombent là-dessus, ils vont tout nous piquer, parce qu'en plus c'est ce qu'ils faisaient pendant la Première Guerre mondiale quand ils occupaient la partie est. Voilà, ils se servaient dans les réserves de vin. C'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont allés derrière le vignoble, ils ont creusé un énorme trou et ils ont stocké tous les grands flacons qu'ils avaient. Après, Gaston est parti à la guerre. Il a été fait prisonnier, ou je ne sais plus s'il a été fait prisonnier ou s'il était, il était réquisitionné pour le STO, le service du travail obligatoire. Mais en tout cas, il a passé 5 ans en Allemagne. Et après, quand il est revenu, il s'est dit, peut-être que mes vins, ils ont disparu, quoi. Et donc, il est allé à l'endroit où ils avaient fait leur grand trou, la veille de son départ, et toutes les bouteilles étaient là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il a ouvert les bouteilles. Et vous vous doutez bien que là, d'un coup, le vin devient encore meilleur. C'est vraiment un bon exemple pour montrer que l'expérience du vin peut être différente selon le contexte. Donc, je pense que la sensation de jouissance qu'il a eue en buvant ce vin est assez difficilement comparable. Et d'ailleurs, j'ai appris une autre anecdote, c'est que quand il était en Allemagne, il avait d'autres camarades vignerons d'autres régions viticoles, et il s'est arrangé pour faire en fait une dégustation des vins des différents vignerons quand il était là-bas. Alors je ne sais pas comment il s'est débrouillé, l'histoire paraît presque même invraisemblable, mais a priori elle est véridique. Et donc ce monsieur Gaston Huet, on voit qu'il est plein d'énergie, et donc il a été maire de Vouvray de 1947 à 1989. Donc c'était vraiment un personnage local extrêmement important. Il a beaucoup fait pour mettre en avant le système d'appellation français et pour promouvoir les vins de Touraine, notamment les vins de Vouvray. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était extrêmement important dans le monde du vin. Il a aussi il a contribué à créer un lycée viticole à Amboise, et il a laissé des traces tout au long de son existence. Et il nous a quittés en 2003. Alors, il avait 3 enfants et un gendre, et malheureusement, à cause des droits de succession, ils ont été contraints de vendre le domaine à des millionnaires américains, sino-américains. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ces sino-américains étaient mal intentionnés et qu'ils ont fait du mauvais vin par la suite. Hein. Le millésime que je goûte, la 2012, c'est le premier millésime où tous les, tous les membres de la famille avaient quitté le domaine, parce que par la suite, le gendre a continué à travailler sur le domaine de 2003 à début 2012, et puis après, il a lâché la main en février 2012, et à partir du millésime 2012, c'est la famille Huang qui a repris tout le processus de vinification, et ils ont continué, ils ont fait perdurer la tradition. Mais il n'empêche que c'est quand même un peu triste de se dire que, à cause des droits de succession, beaucoup de vignerons sont contraints tout simplement de céder à d'autres personnes qui sont plus fortunées. Mais bon, c'est comme ça, on va pas refaire l'histoire. Donc, Gaston Huette qui nous quitte en 2003, et on fera un épisode carrément là-dessus, mais les propriétaires actuels ont décidé de faire en sorte de produire plus de vin sec, parce que le vin sucré, malheureusement,
malheureusement ou heureusement, enfin peu importe, mais on n'a plus le vent en poupe. Aujourd'hui, les gens boivent du vin sec. Alors c'est aussi ça qui permet peut-être le fait de ce virage vers le sec qui n'est pas que au domaine Huette, c'est dans partout à Vouvray, fait sans doute que on peut avoir le vignoble va continuer de perdurer parce qu'il y a d'autres vignobles où ils font quasiment pas de vin sec et voilà, les vignerons restent avec des stocks de bouteilles à plus savoir quoi en faire parce que les gens ne veulent plus de ces vins sucrés. Trop capiteux, trop. Bon, mais dans tous les cas, j'ai écrit mon mémoire étudiant là-dessus, sur le commerce des vins sucrés. Donc, on fera un épisode concrètement là-dessus où je boirai un vin sucré pour l'occasion. Donc là, on est sur un vin sec. Et que dire, que dire? Eh bien, écoutez, il est vraiment délicieux. C'est la preuve que on n'a vraiment pas abandonné ce savoir-faire lors de la passation. Il y a 3 parcelles au domaine Huette. Il y a la parcelle du Mont, la parcelle du Haut-Lieu et la parcelle du Clos du Bourg. Aujourd'hui, on déguste le Clos du Bourg, qui est un peu la parcelle la plus réputée. C'est des vins plus concentrés. La concentration, c'est très important dans le vin. En fait, un bon vin, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un vin très très concentré. Moins il est concentré, plus il est dilué, plus il est fade, moins il a d'intérêt. Hein, donc il faut que le vin soit concentré et qu'il soit équilibré, qu'il y ait une belle balance des arômes, pas trop acide, mais un peu d'acidité quand même, parce que c'est ça qui donne un goût de reviens-y. Pas trop de sucre, mais voilà, juste ce qu'il faut, enfin ça dépend du résultat qu'on veut atteindre. Mais l'équilibre et la concentration, c'est sans doute les 2 critères à respecter le plus. Et donc, je vous ai parlé de Jacques Iblot. On aura sans doute l'occasion de goûter ses vins à l'occasion. Enfin, maintenant, c'est son fils Jean-Philippe. Et donc, il avait dans son domaine, à Montlouis, plusieurs parcelles dont j'ai oublié les noms. Et donc là, on a donc 3 parcelles qui vont donner des vins très différents alors qu'elles sont produites de la même manière. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Le critère numéro 1, ça va être les sous-sols. Les sous-sols, c'est ça qui fait qu'à conditions équivalentes, un vin va être très différent. Donc, je vais pas vous faire un topo sur les sous-sols aujourd'hui parce que ça serait pas. Enfin, on en parlera peut-être un jour parce que c'est quand même un critère important. Le deuxième, ce serait peut-être d'ailleurs le climat général, mais le climat il change. On en entend parler à longueur de journée, le climat change alors que les sous-sols, eux, ne changent pas. Il y a aussi l'exposition du coteau qui va beaucoup influencer. Mais je vous ferai peut-être, bon, sans rentrer trop dans la technique, parce que c'est vraiment des choses qui peuvent être un peu barbantes, mais je vous ferai sans doute un épisode sur ces critères-là qui influencent vraiment le goût du vin. Mais en tout cas, le sous-sol le plus emblématique de Vouvray, ce qu'il faut sans doute que vous reteniez, c'est le tuffeau. Le tuffeau, en fait, c'est une manière de dénommer le calcaire, un type de calcaire très spécial. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, ce calcaire, il a servi à construire les châteaux de la Loire. Donc en fait, si vous allez dans cette région-là, il y a des galeries de calcaire, des galeries de tuffeau, pardon, qui ont été creusées à n'en plus finir et aujourd'hui qui servent à entreposer le vin. Et en fait, ces galeries-là, elles ont servi à faire Chenonceau, Chambord. Donc en fait, vous voyez que la boucle est bouclée, quoi. Et à côté, les rois français, quand ils venaient s'installer, ils venaient faire planter leur vignoble. On pourra en parler à l'occasion, mais François Ier a fait planter le vignoble de Courcheverny, et avec le cépage Romorantin qui est complètement méconnu, mais c'est un de mes vins préférés. Bon, on en parlera une autre fois, mais voilà, le tuffeau, très important. Un autre type de sol qu'on va rencontrer là-bas, c'est ce qu'on appelle le silex. Enfin, c'est comme les silex dont on parlait, c'est la même pierre que travaillaient les hommes préhistoriques. Et donc, c'est, ces particularités vont donner des vins plus ou moins secs, plus ou moins. Alors, je vais utiliser un peu du jargon qu'utilisent beaucoup les sommeliers, qui peut être un peu agaçant, mais vous allez voir ils ont leur pertinence. Donc, on dit souvent que ces vins sont tendus et minéraux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En réalité, ce sont des vins avec une forme d'acidité, en fait, qui font saliver. Et
on utilise souvent, faute de mieux, des métaphores. La métaphore de la tension, fondamentalement, le palais n'est pas tendu, mais c'est une image qu'évoque le fait de goûter ce vin, et on dit qu'il est tendu, et quand on dit qu'il est minéral, on dit mais j'ai jamais mangé un caillou, moi je sais pas quel goût ça a, les minéraux. Bah, en réalité, je pense qu'on l'a tous fait quand on était petit, on prenait un peu tout ce qui nous prenait, qui nous passait par la main, et je pense qu'on a tous déjà léché un caillou, et ça laisse des espèces de petits, un petit palpitement sur la langue. Et en fait, les vins qu'on appelle minéraux, c'est ceux qui restituent cette espèce de sensation, ces petits, je sais pas si palpitement c'est le meilleur mot, mais cette excitation des papilles. Donc, quand vous buvez des vins minéraux, c'est souvent ce que ça évoque, par opposition à des vins riches et gras, qui vont être plutôt des vins qui vont caresser le palais, et on va beaucoup moins se concentrer sur le côté minéral du vin, même si un vin peut être riche et gras d'un côté et minéral de l'autre. Donc voilà pour ce vin, le vin du domaine Huette, de Gaston Huette. Attendez, je vais vous remontrer la bouteille une fois, parce qu'en plus, je trouve que l'étiquette est magnifique. Ils l'ont changée il y a quelques décennies, mais elle est à la fois moderne, et elle a un côté un peu traditionnel. Donc moi j'aime bien ces espèces de petits dessins comme ça. Mine de rien, on dit toujours que c'est ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Mais honnêtement, quand vous avez une belle bouteille sur votre table, c'est quand même plus commode. Et pour avoir vendu des vins en cave, quand l'étiquette est moche, je peux vous assurer d'un truc, la bouteille est beaucoup plus difficile à vendre. Personne ne veut d'une bouteille moche. Donc c'est très bien qu'ils aient fait attention à tous les détails. En tout cas, moi, le domaine Huette, je vous le recommande. C'est vraiment un vin fascinant, un grand vin. Pour le prix, là, on est aux alentours de 40 euros. Donc, on est dans un vin assez haut de gamme, honnêtement, par rapport à la qualité. Et c'est ça qui est bien avec les vins de Loire. C'est peut-être le deuxième point commun qu'ils ont, au-delà du fait d'être le long de la Loire, c'est qu'il y a beaucoup de vins avec un rapport qualité-prix qu'on ne retrouve plus dans beaucoup d'autres vignobles. On ne retrouve plus vraiment ça à Bordeaux. On ne retrouve plus vraiment ça en Bourgogne. Enfin, pas à Bordeaux, ça dépend. Dans certaines appellations, oui. Dans d'autres, c'est mort. Et en Bourgogne, c'est devenu quasiment mission impossible. C'est des grands vins, tout le monde, mais toute la planète se les arrache, donc forcément les prix montent. Donc les différentes sous-régions de la Loire, d'ailleurs, c'est pareil partout, que ça soit dans le Sancerrois, que ça soit en Touraine comme ici, ou dans le pays nantais, on a vraiment des super rapports qualité-prix. Donc vraiment une belle locomotive que le domaine Huette, et pour le vignoble de Vouvray. Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois qu'on boira du chenin, je sais pas quand ça sera, mais j'espère que ce sera très vite, parce que j'adore ça. Et j'ai d'autres vignobles à vous faire découvrir. Peut-être que on partira cette fois-ci plutôt en Anjou ou dans le Saumurois, où il y a vraiment des choses très très intéressantes aussi. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt. C'est bien le vin, c'est un peu ouvert. Il est beaucoup plus agréable. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. À la prochaine. Ciao.